Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc on va ouvrir le conseil municipal du 30 septembre. On va commencer par désigner une secrétaire. Je vous propose Karine Sariquet, qui est contre, qui s'abstient. Merci. On va faire l'appel. Karine Sariquet. Présent. Monsieur Morlas Courtis Bernard. Présent. Madame Antier Isabelle. Présent. Monsieur Arnaud Dupoy, vous l'avez vu, il est allé chercher les lunettes d'Isabelle Antier, donc présent. Madame Pouilledomange Isabelle. Présent. Monsieur Minard François. Présent. Monsieur Prévost Philippe, procuration à François Minard. Madame Anglo Christina. Monsieur Depré-Morel Benoît, procuration à Chamboissier Nelly. Madame Bernard Ghislaine. Présent. Monsieur Lalard Alain, procuration à Karine Sariquet. Madame Chamboissier Nelly. Présent. Madame Récapé Evelyne. Présent. Madame Chapka Manuela, procuration à Arnaud Dupoy. Madame Duty Nora. Présent. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Madame Anglo présente. Ok. Gauche. Monsieur Omné Jean-Michel. Présent. Monsieur Arangois Nicolas. Présent. Monsieur Colombier Jean-René. Donc, Madame Menviel Marie-Ange. Monsieur Salieri. Madame Duplat Jacob Valérie. Monsieur Caro Jérôme. Il arrive, il a 2 minutes de retard. Ok. Monsieur Sainte-Cluc Laurent. Présent. Monsieur Domecq Frédéric. Présent. Monsieur Bénédit Nicolas. Présent. Merci. Dans le corps d'invité. Donc, premier point, procès verbal de la séance précédente. On n'a pas eu de retour ni quoi que ce soit. Donc, on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Premier point, démission de Françoise de Corbin, conseillère municipale et adjointe. C'est une information. Donc, monsieur, je vous informe que j'ai reçu par courrier du 13 septembre 2021 de Madame Françoise de Corbin adressé sa lettre de démission de ses fonctions d'adjointe. Monsieur Parot, présent. Donc, sa lettre de démission de ses fonctions d'adjointe et son mandat de conseillère municipale à Monsieur le Préfet. Le 14 septembre 2021, Monsieur le Préfet a signifié son acceptation conformément à l'article L2122. Excusez-moi, monsieur le maire. Vous pourriez Pardon parler devant le micro parce qu'on n'entend rien ici au fond. Ah, excusez-moi. Bon, je vais enlever le masque comme ça. Je vais parler beaucoup plus facilement. Ça va mieux? Ok. Donc, ce que je disais, le 14 septembre 2021, Monsieur le Préfet a signifié son acceptation conformément à l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales. Suite à cette démission, j'informe donc l'Assemblée que chacun des conseillers municipaux remonte d'un cran et que M. Jean-René Colombier est nouvellement élu conseiller municipal. M. Jean-René Colombier, vous levez la main pour qu'on vous reconnaisse. Donc nous vous souhaitons la bienvenue. Donc c'est une information. Point numéro 2, suppression d'un poste d'adjoint. Donc, suite à la démission de Mme Françoise de Corbin, le conseil municipal doit décider de maintenir ou de supprimer un poste d'adjoint. Donc, moi, simplement, je propose de supprimer ce poste d'adjoint ainsi que le nombre d'adjoints est ramené de ce fait à 7. Et M. Philippe Prévost devient le 7e adjoint. J'informe aussi l'Assemblée qu'il est décidé sous ma surveillance et ma responsabilité de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à M. Jean-Michel Omnes pour l'étude et le suivi des projets liés aux activités culturelles et animations organisées par la commune. Y a-t-il des questions? Pardon. Il est important d'avoir une vision, de mener des projets et de gérer des projets en termes de culture et animer une ville comme la nôtre. Un peu surpris que le poste d'adjoint soit supprimé. Le titre d'adjoint est tout à fait justifié, selon moi, dans l'organigramme d'une ville comme Salis. Oui.
Mais moi, j'ai simplement décidé de supprimer le poste d'adjoint parce qu'en appliquant la loi, on devait faire monter une dame au poste d'adjoint. Aucune dame n'a voulu monter à ce poste d'adjoint. Voilà pourquoi on a décidé de supprimer simplement ce poste d'adjoint et nommer Jean-Michel Omnes délégué. Voilà. Personne n'a pensé à Mme Courbin, mais Pardon Mme Courbin va bien. Oui, madame, donc c'est, je vais être simple, c'est des problèmes de santé qui l'a fatiguée énormément et qu'elle ne pouvait plus assumer cette charge. Et c'est elle-même qui a demandé, qui a envoyé sa démission après avoir discuté longuement avec elle. Voilà. Monsieur Benigui. Oui, Pardon. Non, mais elle n'a pas terminé. Monsieur Omnes donc, va s'occuper aussi du conseil municipal des jeunes, comme faisait Mme Courbin dans sa commission. Monsieur Omnes prend pratiquement toutes les délégations qu'avait Mme Courbin, sauf quelques-unes que moi je vais assumer tout simplement. Mais Quelques-unes, c'est-à-dire Pardon? Les quelques-unes, c'est-à-dire Tout ce qui est, on fera avec M. Omnes l'organisation, tout ce qui est manifestation, réception, ainsi de suite, on le fera à deux. Voilà. Alors qu'avant c'était normalement Mme Courbin qui le faisait, autrement Michel Omnes aura tout le reste en délégation. Il n'y avait pas eu de réception de toute façon. Non, mais voilà. On sait pourquoi. Oui. Voilà. Monsieur Béni. Oui, pour revenir à la remarque de M. Caro, que je trouve tout à fait justifiée par rapport au titre d'adjoint, il aurait été possible de donner cette compétence à un adjoint actuel. Votre raisonnement me surprend un petit peu. Pourquoi? Non. Vous avez des adjoints, vous auriez pu confier la culture à un adjoint et maintenir effectivement un adjoint en charge de la culture. Mais non, parce qu'à l'heure actuelle, chaque adjoint... Non, c'est votre choix. Mais si oui, mais je vous explique le choix. Aujourd'hui, chaque adjoint a pas mal de travail à faire. Donc, on a quelqu'un qui est quand même compétent en termes d'animation et de culture. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé un poste de délégué à M. Jean-Michel Omnes. Ensuite, Mme Courbin était également en charge. Donc, on a parlé d'association et d'animation. Il y avait également de culture et d'animation, il y avait également la partie association. Oui. Donc la partie association, elle revient à qui? Mais à M. Omnes, il remplace, il prend toutes les délégations. C'est pas marqué, c'est pour ça que je me permets de le demander, c'est pas marqué. Ok. Il est adjoint, quoi. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas adjoint, puisqu'on partage quelques compétences. D'autres questions? Que c'est pas bon. Je souligne ce que M. Caro disait, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un adjoint à la culture pour l'idée comme ça. Surtout avec France Terme qui va arriver. Pardon? Surtout avec France Terme qui va arriver. Oui, mais le poste de la culture, association et animation est pourvu par un délégué, tout simplement, qui est aussi compétent qu'un adjoint, mais on ne peut pas mettre un poste d'adjoint masculin. Ouais, c'est juste, en fait, monsieur le maire, c'est juste la représentativité qui pose un problème. Le poste d'adjoint, c'est le poste d'adjoint, c'est une représentativité dans notre commune. Par rapport aux associations culturelles, par rapport à France Terre, par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre commune. C'est juste la représentativité, c'est le nom qu'on y met. Après, on comprend bien que la difficulté, de toute façon, on a bien compris que dans les adjoints, pour faire remonter quelqu'un, il fallait faire remonter une femme pour prendre ce poste d'adjoint. On est d'accord sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et là, comme ce n'est pas possible techniquement, on va dire, donc c'est M. Jean-Michel Omnes qui est motivé pour le faire, qui prend une délégation. Mais si on avait pu faire le poste, faire monter Jean-Michel Omnes au poste d'adjoint, on l'aurait fait. Oui, voilà. Il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas, puisqu'il faut que ce soit une dame. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un délégué, c'est Jean-Michel Omnes. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Alors, un contre, M. Benigui. Qui s'abstient? Donc, alors, les noms, Jean-Michel Omnes, Madame Menviel, Madame Duplat-Jacob, M. Sainte-Cluc, M. Domergue, M. Caro et M. Salier. Voilà, M. Omnes, vous êtes délégué à la culture, animation et association. Je vous félicite. Merci, monsieur le maire. Je peux dire un mot? Oui, si vous voulez. Allez. Ça marche? Je tiens tout d'abord à remercier Mme Courbin. Elle n'a pas eu la tâche facile dans cette période de pandémie et de restrictions, mais a eu le mérite d'avoir essayé malgré les directives imposées. Je lui souhaite un bon rétablissement et je sais qu'elle sera toujours de bons conseils.
La tâche est rude, la culture a été mise à rude épreuve, mais c'est à nous de redonner un nouvel essor à notre ville. Je désire être au plus près des associations pour les accompagner, les aider et recréer une dynamique perdue au fil de cette pandémie. Nous avons la chance d'avoir une diversité culturelle à Salis de Béarn. La diversité culturelle est ce qui rend ce monde multicolore. J'invite les membres de cette commission à être créateurs, motivés et disponibles. J'invite nos amis de l'opposition à devenir acteurs plutôt qu'observateurs au sein de cette commission. Et j'invite l'ensemble de ce Conseil à participer activement aux différentes manifestations. Pour finir, je remercie l'ensemble de ce Conseil de me confier cette tâche. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes salisiennes. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Merci. Merci. Donc, point suivant. Indemnité de fonction des élus, Madame Karine Sariquet. Monsieur le maire rappelle que par délibération 2020-32 du 16 juillet 2020, le conseil municipal a fixé le montant des indemnités de fonction des élus. Compte tenu de la démission de Madame Françoise Courbin, de la suppression du poste d'adjoint et de l'attribution d'une délégation à un conseiller municipal, il convient de réviser les indemnités de fonction des élus en respectant l'enveloppe maximale calculée à partir de strates démographiques et déterminée en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, le barème suivant exprimé en pourcentage. Donc vous avez à la suite les indemnités de fonction des maires et adjoints présentées à compter de 2020. Avec pour les maires, pour les populations entre 3 500 à 9 999 habitants, une valeur de l'indemnité de 25 670 € et 5 centimes. Et pour les adjoints, un montant de 10 268 € et 2 centimes. Ainsi, l'enveloppe maximale annuelle est de 25 670,5 pour le maire. Et pour les 7 adjoints, 71 876,14 €, soit le montant de l'enveloppe maximale annuelle de 97 546 € et 19 centimes. Monsieur le maire propose d'allouer les indemnités de fonction mensuelles comme suit. Indemnité brute mensuelle du maire, taux de 52,5%, soit 2041,92 €. Indemnité brute mensuelle de chaque adjoint, taux de 18%, soit 700 € 9 centimes. Indemnité brute mensuelle du conseiller délégué, taux de 15,5%, soit 602,85 €. Soit le montant global des indemnités brutes mensuelles allouées de 7 545,40 €. Montant global des indemnités brutes annuelles allouées, 90 544,80 €. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benigui, pardon. Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Monsieur Bernard Morlas. Monsieur le maire rappelle que l'article 1383 du Code général des impôts ouvrait la possibilité aux communes de supprimer totalement l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliquées aux constructions nouvelles, reconstructions et addition de construction à usage d'habitation durant les 2 années qui suivaient celle de leur achèvement. Il informe qu'à compter du 1er janvier 2022, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera appliquée automatiquement aux constructions nouvelles pour les locaux d'habitation achevés en 2021. Monsieur le maire expose que les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter cette exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable, soit tous les immeubles à usage d'habitation, soit les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L 301-1 et L 301-6 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. Monsieur le maire propose de limiter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliquées aux constructions nouvelles, reconstruction et addition de construction
à usage d'habitation à 70% de la base imposable. Il sollicite l'avis du conseil municipal pour décider de l'application de cette exonération à l'ensemble des immeubles à usage d'habitation ou aux immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État ou conventionnés. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. Oui, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien à voter avant le 1er octobre de chaque année pour que ça soit effectif l'année suivante, c'est-à-dire avant demain? C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on le vote aujourd'hui? Oui, et il y avait deux choses, cette chose-là, et la démission de Françoise Courbin, puisqu'on a un délai pour remplacer l'adjoint démissionnaire. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait, parce que vous parlez de 70%, est-ce qu'on a fait une simulation de ce que ça représente? Mais non, on ne peut pas. Alors pourquoi 70%? Pourquoi pas? Et pourquoi pas 40 et pourquoi pas 90? On a déjà parlé ici du PLU, donc vous avez prévu des constructions nouvelles, on en a déjà parlé. Donc le minimum c'est de faire une simulation, autrement je ne vois pas pourquoi 70%. Ou alors on met tous les pourcentages dans un sac ou un chapeau, on tire au sort, on dit tiens c'est 70%. Non, on a fait une moyenne en disant voilà, on va prendre au milieu, on ne va pas prendre le minimum, on va prendre le maximum. Il faut être cohérent. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le PLU. Il nous faut tous les accords. Le PLU, ça avance, mais il ne sera pas encore validé avant la fin de l'année. Donc, on ne peut pas savoir le nombre de constructions qu'il y aura, on ne peut pas savoir l'impact qu'il y a. Donc, à partir de là, c'est hyper difficile de calculer. Parce qu'en plus, vous avez les surfaces habitables, et ainsi de suite. S'il y a 4 maisons qui se font, j'ai n'importe quoi, hein, à 80 mètres carrés, et qu'il y en a, par exemple, 5 qui se forment à 200 mètres carrés, c'est pas du tout pareil. Voilà. Enfin, là, je reprends vos mots. Vous dites n'importe quoi, justement. Enfin, non, mais on peut pas calculer sur quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Vous faites des simulations. On fait des simulations. Oui. Et sur cette simulation, on applique le taux et on regarde. Attendez, excusez-moi, Monsieur Morlas, je m'adresse à Monsieur le maire. Et je peux vous répondre. Parce que vous avez fait les simulations, Monsieur Morlas? Oui. Alors allez-y, je vous écoute. Sur quelle simulation voulez-vous baser, sachant qu'on ne sait pas qui va construire, où ça va construire, et quelle taille va être la construction? Comment voulez-vous simuler quelque chose qui est du virtuel? Mais c'est ça la gestion. Et bien alors la gestion, Monsieur Morlas. Mais Monsieur Benigui, la gestion de 0 multipliée par 70%, ça fait toujours 0. On ne le sait pas. Attendez, donc le but c'est... Votre raisonnement est ridicule. Mais c'est ridicule. Pas plus que votre comportement d'aujourd'hui. Désolé, on est sur des constructions futures. Donc on ne sait pas combien de permis vont être déposés, et ainsi de suite. Comment voulez-vous calculer quelque chose? Vous faites des simulations, Monsieur le maire, vous avez une équipe, vous avez prévu de faire vous avez prévu qu'il y ait des nouvelles habitations sur Salis. Oui. On espère. Donc on fait des simulations. Vous savez qu'il y en aura tant, et vous appliquez un taux ou de 70, ou de 40, ou de 90, et vous dites ça rapporte ça à la ville. Ou alors on s'embarque et on dit tiens 70%, et on va voir ce que ça va rapporter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais on ne sait pas. La question. On ne sait pas combien de permis vont être déposés en 2022. C'est impossible. Est-ce qu'on met 2, 3, 10, 15? Je ne sais pas. Mais c'est de la gestion. On fait de la simulation, on fait une hypothèse basse, on fait une hypothèse haute. Ça s'appelle de la gestion. Vous avez suffisamment parlé de votre hypothèse haute? Gestionnaire, mais vous n'êtes pas visionnaire. Vous n'êtes ni gestionnaire ni visionnaire. Ouais, regardez-vous les yeux, ça tombera. On aurait pu mettre 90 ou 40. Hein? On aurait pu mettre 90 ou 40. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? On met 40. Vous voulez qu'on mette 40? Mais non, c'est pas là le but. Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de cohérent entre 2 pourcentages mini et un maxi. Donc on a coupé pratiquement la poire en deux, tout simplement, pour satisfaire un maximum de personnes qui peuvent venir, sachant que... Ben justement, si on veut les attirer, peut-être qu'il faut être plus ambitieux que ça. Il faut de l'eau tiède. Ouais. Il faut savoir assumer des décisions, c'est tout ce que je dis. Et là, vous prenez des décisions, vous nous faites prendre des décisions, on ne sait pas sur quelle base. Excusez-moi. Sur une base que nous-mêmes on ne connaît pas, on nous demande des taux. Donc on va calculer un taux, c'est tout. À partir de là, on ne sait pas. On verra le résultat l'année prochaine par rapport à ce discours d'aujourd'hui, tout simplement. Et pourquoi pas mettre le dégrèvement maximal alors dans ce cas-là? C'est un choix de votre part? Oui, c'est un choix de notre part. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une extension de réseau électrique, c'est à la charge de la commune. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on essaie d'équilibrer certaines choses. Oui, non, mais oui, mais ça fait partie de ces choses-là. Oui, mais monsieur le maire, c'est comme une forme d'impôt. C'est-à-dire qu'on construit, on a un dégrèvement, on paye, voilà. Avant, on ne payait rien d'ailleurs.
Maintenant, c'est une forme d'impôt qui est mise en place, tout simplement. Mais c'est pas nous qui le mettons. Hein. Mais c'est un impôt qui s'adresse à des gens qui investissent sur la ville, puisque c'est des gens qui construisent sur la ville. Oui, non, d'accord. Il nous a semblé intéressant et important d'envoyer un signal fort à ceux qui investissent dans la ville en leur disant on vous soutient, regardez, on vous donne un dégrèvement qui n'est pas 40%, mais qui est plutôt à hauteur de 70%. Mais on est aussi conscient que la ville s'embellit, il y a beaucoup de projets à financer et on a estimé qu'il y avait aussi besoin de récupérer une part de cette taxe pour financer ces projets-là. Et on en a débattu en conseil des adjoints pour essayer de trouver quel était le juste équilibre et on s'est arrêté à 70. Et je pense qu'on ne fait pas de la gestion mathématique, mais on fait de la politique en faveur de la ville. Et c'est une mesure mesurée qui permet d'accompagner les jeunes qui investissent sur la ville et qui permet aussi de financer nos projets. Donc moi je trouve que la proposition de M. le maire est plutôt très équilibrée. Non, mais ça ne répond pas à ma question. Le dégrèvement était de combien avant? Actuellement, le dégrèvement il est de combien? Mais 100%. 100%. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. On était à 100% avant, maintenant, je comprends, hein, pas avoir un projet global, ceci, cela, vous pouvez nous l'expliquer comme vous voulez d'ailleurs. De toute façon, comme dit M. Bédégui, on n'a pas de chiffre, on n'a rien. Et aujourd'hui, vous mettez une forme d'imposition de taxe pour les nouveaux arrivants. Attendez, monsieur Sédécuc. N'accusez pas la commune. On ne fait pas le code général des impôts. Et c'est pas nous, c'est l'État qui le fait. Oui, mais il y a plusieurs propositions. Exactement. Ça aurait pu être à 90. Pourquoi ça aurait pu être à 90. Tout à fait. On aurait pu, mais on ne veut pas. Voilà. On a fait une moyenne, tout simplement. Donc c'est votre choix. Exactement. Et on l'assume. Monsieur Salier. Oui. Non, je rebondis à ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que j'ai été voir ce fameux article 1383. Donc exactement, actuellement, la commune de Salis-de-Berne est exonérée à 100% de la taxe foncière pour ceux qui investissent, ceux qui bâtissent, ceux qui réhabilitent du bâti ancien. C'est très important, surtout pour notre commune. Et là, cet article propose aux communes de moduler ces taux. Donc là, c'est votre choix. Vous choisissez 70%, c'est votre choix. Mais actuellement, on est exonéré à 100%. Oui, jusqu'au 31 décembre 2020, on était exonéré à 100%. À 100%. Mais à partir, on peut prendre le choix aussi de continuer comme ça. On aurait pu le prendre. Bon, voilà. Mais on ne le prend pas. On a la possibilité. L'État nous permet et impose qu'on choisisse un taux de taxation. Oui. Il n'y a pas d'exonération, c'est fini cette exonération. Ça, il faut se le mettre dans la tête, c'est fini. Donc à partir de là, il fallait choisir un taux. Oui. On a choisi un taux qui est loin des 40% et qui est plus près des 90%, c'est tout. Non. Mais je voudrais rebondir par-dessus parce que lors de votre campagne, quand même, vous avez quand même passé des messages assez forts par rapport à l'attrait des primo-accédants, à la réhabilitation de ce centre-ville par rapport aux habitations anciennes. Vous avez passé aussi un message par rapport, comme quoi vous ne touchez pas aux impôts. On ne les touche pas. Vous ne touchez pas. Là, vous en créez un pendant 2 ans. Pardon? Vous en créez un pendant 30 ans. C'est pas moi qui le crée, c'est pas nous qui le créons. Mais est-ce que vous comprenez que c'est l'État qui l'impose? Attendez, monsieur le maire. Oui, L'État vous propose, c'est une proposition que l'État vous fait d'adhérer à cette modulation. Soit de 40 à 90% d'exonération. C'est tout. Donc on choisit 70. Voilà. Bon, ça c'est votre choix. Oui, mais, là, on l'a déjà dit. Hein. Mais on nous a déjà posé la question, j'ai dit que oui. C'est des messages que vous passez. Vous avez passé des messages lors de votre campagne. Là, vous partez en contradiction par rapport aux messages que vous avez passés lors de votre campagne. Et cet article n'existait pas quand on a fait la campagne, M. Salier. Pardon? Le 1383, il a été mis en place maintenant. Oui, oui. Mais donc, quand on a fait notre campagne, il existait pas. Oui, mais monsieur Morlas, c'est des choix après qu'on fait. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais voilà. Donc vous faites le choix de taxer dès l'achèvement des travaux à 30%, c'est votre choix. Le choix peut être fait aussi de rester à 100%. Voilà. 90. Ou 90%. Mais ça fait 10%. Voilà. Donc voilà, c'est un choix. Mais nous, on a décidé de mettre 70%. Cette loi, elle ne serait pas sortie, on serait resté à 100%. Elle sort, donc on nous laisse la possibilité de mettre un genre de taxation. Et c'est une question. Et ça va permettre à une question diverse qu'a posée M. Bénigui d'y répondre directement. Oui, mais pour moi, c'est des mauvais messages par rapport qu'on envoie à des jeunes qui veulent venir sur Salis.
C'est notre choix. On a dit c'est 70%, ce sera 70%. Voilà. Bien, on va passer au vote. Alors, qui s'abstient? Oui, alors c'est pour... oui. Alors c'est sur les immeubles. Alors donc, on vous propose donc de voter sur la base de 70%. 70% sur les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État. Oui. Ouais. Alors, qui s'abstient sur cette proposition? Qui est contre? Alors, M. Benegui, M. Sainte-Cluc, Mme Duplat-Jacob, Mme Méviel, M. Domergue, M. Carreau et M. Salier. Je vous remercie. Merci. Point suivant. Création d'un emploi d'ingénieur, M. Arnaud Dupoil. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 5 juillet 2021, le conseil municipal a été informé du départ du directeur des services techniques à compter du 1er octobre 2021. Les entretiens de recrutement ont eu lieu les 6 et 15 septembre dernier. Le candidat retenu, fonctionnaire titulaire, est ingénieur. Il sera recruté par voie de mutation. À ce jour, aucun poste d'ingénieur n'étant créé ou vacant au tableau des effectifs de la commune, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer un emploi permanent d'ingénieur à compter du 1er octobre 2021. Vous avez des questions? Oui, monsieur le maire. Monsieur Benigni. Oui. Est-ce qu'on peut... Ouais, pardon. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur la candidature, si c'est possible? Alors, oui. Le candidat, il y a eu 6 candidatures, ce sont 6 personnes qui se sont présentées, qui ont été reçues à l'entretien. Et à l'issue d'une sélection, donc c'est M. Alain Poumirol qui a été retenu. Bon, il a toutes les compétences requises pour tenir ce poste-là. C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a déjà eu des missions à peu près équivalentes. C'est une mutation? Oui, c'est une mutation. C'était une mutation, oui. D'accord. Et il a été retenu au bout de 2 entretiens. C'est-à-dire, il y a eu un premier entretien à 6, et après il y a eu un deuxième entretien pour 2 personnes, et nous l'avons retenu. C'est lui que nous avons retenu. Et on espère qu'il soit là le 1er décembre. On fait tout pour qu'on puisse commencer une année avec déjà un peu de connaissance du terrain, et commencer 2022 sur de bons rails. Excusez-moi, monsieur le maire. D'où il vient, si on peut le savoir? La commune, c'est Montardon. Montardon, d'accord. Et actuellement, son poste à Montardon, c'est le même, c'est identique ou... Il est directeur des services techniques à Montardon. Entendu. C'est pour ça qu'il a son préavis à faire, c'est pour ça qu'il ne veut pas nous rejoindre immédiatement, mais il faut le temps qu'il fasse le préavis là-bas et il nous reviendra en celui-là. Voilà. Au grade d'ingénieur, c'est pour ça qu'on crée le même poste. Une question en procédure de vote, hein? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc, dernier point, informations ou questions diverses. Donc, questions diverses reçues de M. Benegui. Première question, gestion différenciée des espaces publics. Monsieur le maire, sur le site de la ville, nous pouvons noter que la commune a mis en place une gestion différenciée de ces espaces verts. Pourriez-vous nous rappeler la cartographie des différents espaces et les prescriptions d'entretien de chaque espace pour associer ainsi chaque Salisien ou Salisienne à cet enjeu environnemental? Alors, la gestion différenciée est composée de 4 zones. On a ce qu'on appelle une zone rouge. C'est un modèle de gestion qui est destiné aux espaces de prestige, dont l'aspect et les finitions doivent bénéficier de plus de soins possible. L'image du site est axée sur l'esthétisme afin de le mettre en valeur. Cela concerne donc tout ce qui est jardinière, le centre-ville, la mairie, les places d'église, les parcs, les jardins, les cimetières, tous les terrains de sport communaux, les voiries et les bas-côtés de la zone rouge, c'est-à-dire c'est tous les hypercentres. Ensuite,
on est un petit peu sur, on commence à aller sur les extérieurs. Le deuxième, c'est un code qu'on appelle jaune, code 2. Il est destiné à embellir un lieu. Les fleurissements doivent avoir un aspect entretenu, sans une présence permanente de chaque équipe tout le temps. Cela concerne donc toutes les entrées de ville, l'accompagnement des petits patrimoines et des bâtiments publics, toutes les voiries et en même temps les bas-côtés de cette zone. La zone 3, dit violette, ce sont les espaces verts qui ont vocation à créer un écrin végétal pour accompagner les activités des usagers dans un cadre agréable. Ils sont de conception simple et libre, généralement composés d'une végétation arborée et d'espaces qui sont engazonnés. Ils bénéficient d'un entretien beaucoup moins soutenu. Cela concerne tout ce qui est les lésions douces, les coulées vertes, les zones de loisirs, ainsi que les voiries et les bas-côtés de ces zones. Et la dernière, c'est la zone verte. Ce sont les espaces qui sont laissés à leur état naturel et l'entretien est presque inexistant. Sinon les pareuses qui passent un petit peu. Ils ont pour vocation d'accroître la qualité environnementale de la ville et de préserver la biodiversité. Les pelouses ne sont plus tondues mais fauchées dans la mesure du possible ou broyées en limitant le nombre de passages. Le rythme de passage de l'épareuse sera limité à un entretien régulier de sécurité pour permettre à la faune et à la flore sauvage de faire leur cycle complet. Voilà concernant la cartographie de ce qui est fait. Il n'y a eu aucune information, réponse sur l'aspect phytosanitaire ou la fréquence des produits utilisés, etc. C'est juste un commentaire. J'ai un calendrier qui est ici. Si vous voulez, je vous le ferai passer. Vous verrez où il y a toutes les zones que je vous ai annoncées en couleur. Oui, je parle des produits qui sont utilisés, des techniques utilisées pour faire ça. La technique, c'est du désherbage zéro phyto. Voilà. Donc, si vous voulez, je pourrais vous faire passer le planning. Comme quoi, il y a de l'entretien chaque fois. Toute l'année, il y a de l'entretien suivant les zones que je viens de vous expliquer. Deuxième question. Question lors de la présentation de France Terme aux associations. Monsieur le maire, lors de la présentation du projet France Terme aux associations le 14 septembre dernier, vous avez interrogé sur la gestion du surcroît des véhicules avec l'arrivée des futurs clients de France Terme, plus 63% de curistes supplémentaires annoncés à minima. Vous avez aussi été interrogé sur l'offre récente de logements à la location annuelle, les propriétaires bailleurs préférant les locations à la semaine pendant la saison. Pourriez-vous revenir sur vos réponses exposées devant les Salisiens et Salisiennes, les solutions évoquées face à ces deux situations? Alors, la volonté de France Terme est de développer son activité, et c'est tout à fait normal pour une entreprise quand elle investit un peu plus de 26 millions d'euros. Il faut quand même rappeler leur investissement. Ensuite, cette augmentation de 63% de curistes, c'est un objectif pour 2028, affiché par M. Serafini. J'espère moi-même que cet objectif sera atteint, voire même dépassé. Je souhaite et j'espère que vous aussi, M. Benigni, vous soyez de mon avis. Cela voudra dire simplement que les termes de Salis se portent bien et que Salis est en plein renouveau et en plein développement. Nous travaillons pour un habitat à l'année. Et aussi pour les saisonniers, parce qu'il ne faut pas les oublier, les saisonniers qui vont venir travailler, puisqu'il va y avoir un accroissement aussi d'activité avec les créations d'emplois, qui viendront travailler à Salis. Il faut prévoir cette offre et qu'elle soit attractive. C'est pour cela que je me bats pour faire sortir de terre le lotissement de 2 colonnes, avec la cession au primo-accédant. Vous voyez, on y revient. Remettre des logements au centre-bourg, avec une gestion, une réhabilitation des logements vacants. Exemple, la maison qu'on vient d'acquérir, c'est la maison Egas. Il y a tout un programme. Cela fait partie des dossiers qui sont accessibles au programme Petite Ville de demain. Donc je suis en train de me renseigner pour une taxation supplémentaire pour tout ce qui est location de tourisme chez les particuliers, tel que par exemple la ville de Biarritz y travaille sérieusement dessus. Par contre, pour nous, le problème aujourd'hui, il est que cela concerne à l'heure actuelle que les communes qui sont en zone tendue. Salis fait partie d'une zone détendue. Donc,
j'ai quand même pris des contacts avec des instances représentatives pour essayer de faire accorder cette possibilité de taxer tous ces logements dits de tourisme locatif estivaux ou estival pour amener sur les zones détendues. Ensuite, nous travaillons aussi afin de rendre les abords des thermes accessibles à toutes les personnes physiques, mais aussi par un réaménagement du jardin public et son accessibilité. Ce projet sera étudié en 2022 afin de caler tous les travaux avec l'ouverture complète des thermes. Rappelez-vous, vous qui étiez à la réunion, les travaux seront faits du mois de décembre 2022 au mois d'avril 2023 avec l'ouverture à cette époque-là. Une étude de faisabilité d'une refonte complète du parking Granaire sera effectuée elle aussi afin de gérer le flux de véhicules. D'autres lieux seront étudiés pour d'autres parkings. Je laisse le soin aux commissions travaux, environnement et mobilité de bien réfléchir et de faire des propositions constructives pour le bien de Salis et de ses concitoyens. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Dernière question. La question vient de l'équipe Salis Soccer. Monsieur le maire, nous avons été sollicités par des parents d'élèves concernant des problématiques qui seraient survenues au sein de la cantine de l'école publique, notamment son fonctionnement. Problématiques de gestion de durée des repas, problématiques d'attitude de certains personnels qui dysfonctionneraient. Quel est votre point de vue? Quelles actions avez-vous mis en place? Une enquête, ça, le mot enquête me surprend un peu, est-elle en cours sur ce sujet, cordialement? Moi, je rajouterais, il faudrait peut-être aussi rajouter la problématique d'attitude de certains parents, voire même d'une ou deux personnes en particulier. Des insultes envers le personnel, harcèlement et blocage même de la route. Donc, pour être simple, il y a eu la commission réunie, normalement c'est Philippe Prévost qui aurait dû répondre, mais Philippe Prévost est retenu pour des raisons professionnelles. Je vais vous lire le compte rendu qu'il m'a fait. Lors du conseil d'école du 25 juin, donc on repart à l'origine, les parents d'élèves avaient demandé un ajout à l'ordre du jour afin d'aborder les problèmes relevés durant le temps de restauration scolaire, durée excessive du temps de repas, obligation de manger tout ce qui est servi, sanctions données aux élèves. On joue la transparence complète. Monsieur le maire avait également indiqué le manque de respect de certains enfants vis-à-vis du personnel. Monsieur Prévost avait alors proposé une refonte du règlement intérieur du restaurant scolaire. On ne parle pas de cantine, mais on parle de restaurant scolaire. La création d'une commission cantine. Suite à ce conseil d'école, monsieur Prévost s'est rendu au service de restauration pour observer le temps de repas, échanger avec le personnel et les enfants. Sujet abordé ensuite en réunion d'adjoints, parce qu'on en discute sérieusement de tout ça. Donc, monsieur le maire a souhaité également recevoir aussi l'ensemble des délégués du personnel. Là, je vais apporter une précision. J'avais demandé l'ensemble des délégués, et non quelqu'un qui se fait passer pour tout seul en disant « je fais pour tous les parents qui font partie du groupement des parents d'élèves ». Donc à partir de là, il manquait une personne. J'ai refusé de faire la réunion parce que je voulais que tout le monde entende la même chose qu'on avait à dire. À la rentrée scolaire, la mairie a reçu de nombreux courriers, tantôt individuels, tantôt collectifs. Les actions. Mise en place d'un nouveau règlement intérieur du restaurant scolaire plus complet et plus précis. On est en train de le finir pour pouvoir le présenter aux parents ainsi qu'aux salariés. Présentation de la commission éducation du samedi 18 décembre. Des problèmes exposés par les parents, les agents, avec comme objectif la communication entre toutes les parties dans l'intérêt des élèves. Monsieur Sainte-Cruz, que vous étiez présent dans cette commission. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais on joue à la transparence. Hein. Réunion en urgence des parents, il y en a à peu près une quinzaine, le vendredi 24 septembre, pour faire un point complet. Donc il y avait M. Prévost, M. Minard, Mme Boirette et M. Touza qui est le directeur. Hier, nous avons fait une réunion après avec le personnel, dans lequel il y avait M. Prévost, Mme Boirette, M. Minard et moi-même, dans lequel nous avons échangé, discuté, vu le malaise qu'il y a au niveau du personnel, qui se sent agressé, qui est à la limite de la rupture pour certaines. Donc on a discuté,
on met tout ça sur table et on commence à prendre des décisions pour voir comment on peut améliorer, que ce soit côté parents, côté chez nous, restaurant scolaire, pour que ce soit bien, pour tout ça, pour le bien des enfants. Monsieur le Prévost aussi propose un accompagnement des agents de la formation aux pratiques. Ensuite, proposition aussi de faire intervenir, éventuellement, nous avons au niveau de notre conseil municipal, M. Desprimorel qui est absent, qui est un psychiatre, donc qui sait parler, qui sait écouter, psychologue, pardon, pas psychiatre, excusez-moi, psychologue, qui sait écouter. Ensuite, ce qui est choquant, c'est le mot enquête. Pas d'enquête. On essaie de se renseigner, mais on n'est pas là, c'est pas notre rôle. On n'est pas des gendarmes, on essaie de voir, écouter d'un côté les parents, d'un côté les employés, voir où est le malaise, s'il y a du malaise aussi. Parce que les enfants, ils peuvent dire des choses, mais qui sont vraies ou pas vraies, tout ça, ça se défend. Rappeler les rôles et les missions de chacun autour des valeurs de respect et d'éducation. Parvenir à un consensus autour du règlement intérieur du restaurant scolaire qui sera ensuite signé par toutes les parties. Si à signature, il y a vos acceptations. Développer des animations entre midi et 2 pour les élèves en réduisant le temps de repas. Respecter le protocole sanitaire qui allonge le temps avant la prise du repas. Le temps qui est dit pour aller manger est très long, mais il y a tout le protocole sanitaire, c'est se laver les mains, les essuyer, les ceci, les cela, tout ça, ça compte dans le temps. Réfléchir à une organisation différente du temps de repas des agents aussi. Permettre une meilleure communication entre tous afin d'éviter les tensions et rappeler que nous sommes tous là pour l'intérêt général. Voilà ce qu'avait à dire Philippe Prévost. Donc, suite à ces deux réunions, on est en train de faire un compte rendu, voir, et après on rencontrera les parents pour leur expliquer les situations et tout, en défendant aussi, donc on a décidé par contre d'ouvrir ce qu'on appelle un cahier de liaison, où dès qu'il y a un fait qui se passe au niveau de l'école, ça sera notifié. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette situation. En espérant qu'elle s'arrête le plus rapidement possible, et qu'on continue et que les gens puissent travailler le mieux possible, dans les meilleures conditions, pour le bien de tous nos enfants. Si je peux dire un petit mot par rapport à ça. Oui. Ce que je trouve surprenant, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme, mais c'est mon avis. Hein. Parce que cette histoire, ça dure depuis juin de l'année dernière, excusez-moi, pas l'année dernière, depuis juin, on entend ces histoires-là, ça monte crescendo très rapidement. Hein. On est fin septembre. Donc il y a une réunion qui a été provoquée donc, la semaine dernière, je ne dis pas de bêtises, vendredi dernier, à 15h. Donc là, c'était une réunion avec les parents, d'après ce que j'ai compris. Ils étaient tous présents, je suppose que non. Non, pas tout à fait une quinzaine. Ouais, mais c'est ça qui me surprend chaque fois, c'est de faire des réunions à 15h. Bon, bref, c'est un point de vue. Mais c'était une urgence, quand vous avez quelqu'un qui vous bloque l'accès avec la voiture devant l'école. C'est pas ça que je veux dire, monsieur. C'était la veille. C'est pas d'où l'urgence. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. À 15h, pourquoi pas à 18h, pour qu'il y ait plus de monde possible. Parce qu'aujourd'hui, le problème des parents, c'est une minorité de parents avec qui ça pose problème. Hein. Je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. Moi, j'ai été sollicité par des parents. Je ne juge pas le fond du dossier, je ne le connais pas. Je parle rien que de la forme aujourd'hui. C'est vrai que ça serait bien de le faire assez rapidement. J'étais bien à la commission, je confirme à M. Prévost qui nous a expliqué tout ça, clairement, comme il sait bien le faire. Donc, c'était clair, mais il fallait qu'on le fasse remonter ce soir, cette question-là, parce qu'elle est quand même importante. Il faut qu'on se sente tous soutenus par rapport à cette situation, autant vous que nous, par rapport à ça, et qu'on trouve les solutions le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on a voulu l'évoquer ce soir. Voilà ce que je tenais à dire. Ok. Monsieur Béni. Excusez-moi, parce que je ne suis pas au courant. J'ai pas tout trouvé, enfin, c'est pas totalement factuel. Est-ce que vous avez cité le mot de maltraitance ou pas au début? Non? Ok. Non. Donc il n'y a pas de maltraitance. C'est une question. Alors, il peut y avoir le mot maltraitance donné par des parents. Par contre, au niveau des encadrants, il n'y a pas du tout de maltraitance. Voilà. C'est pour ça qu'on interprète beaucoup de choses. C'est un mot violent, donc... Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça que la personne qui a donné ce mot, il va falloir qu'elle revoie un petit peu son vocabulaire. Ok. Donc...
Oui, alors, donc, on a décidé déjà de mettre ce premier carnet de liaison. Donc, on a eu déjà quelques faits aujourd'hui, hein. Il y en a 4, hein. Donc ils sont notés. Donc, comme ça, on pourra répondre très facilement. Ensuite, pour réduire le temps de repas, avant, il y avait une repasse. Donc, maintenant, il n'y aura plus de repasse. Parce que resservir les enfants une deuxième fois, on perd du temps. Alors, c'est ce que veulent les parents, cela a été annoncé, donc on va le tester, on va éviter de repasser, pour voir, on va bien leur mettre une première fois l'assiette un peu plus chargée, mais il n'y aura pas de repasse pour voir le temps que l'on gagne, si on peut le gagner. Voilà. Et ensuite, Madame Boirette s'est déplacée aujourd'hui à la cantine, se déplacera de temps en temps, et des élus à tour de rôle iront voir comment se passe la cantine, et on essaiera de s'associer et associer certains parents pour voir comment se passent les repas le midi, voir s'il y a de la maltraitance, comme c'est annoncé par une certaine personne, pour éviter ce genre de choses. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les enfants sont bien traités et ils sont accompagnés. Voilà. Ça veut dire que ces actions peuvent être mises en place rapidement. Très rapidement. Quand vous dites rapidement, c'est quoi? C'est la semaine prochaine, dans 15 jours? On commence lundi. Non, voilà, c'est ça. Même déjà, il a été commencé tout à l'heure à midi, puisque Mme Boirette était sur place. Donc c'est engagé, voilà. Ah, oui, c'est engagé à partir de la semaine prochaine. Voilà. Vous engagez tout ça pour que ça se passe au mieux et qu'on puisse avancer. Et vous réunissez les parents encore une fois, c'est ce que j'ai compris ou pas? Ou pas du tout? On réunira les parents une fois qu'on aura fait des constats et qu'on aura mis le règlement en place complètement avec eux. D'accord. Donc ça peut durer un peu, quoi. Les parents, vous n'allez pas recevoir de suite. Mais il y a le règlement il est pratiquement fini. Il faut le proposer. Oui, voilà. Dans un dialogue, un échange. Oui, donc c'est quoi? C'est l'histoire de 3 semaines à mois Peut-être moins, hein. Peut-être moins. Oui, voilà, par contre, on agit directement au niveau du restaurant scolaire. Oui, là, on y est. Parce que c'est là les problèmes où ils sont annoncés. C'est des enfants qui disent, moi je ne mange pas, on ne veut pas me donner ça, on me donne ceci, on me force à manger. Il y a tout plein de choses qui sont annoncées par les enfants. Est-ce que vrai, pas vrai? Tout à fait. On va le juger, on verra. Oui, non, mais ça je suis d'accord avec ça. Le tout, c'est d'arriver justement à régler cette situation plus vite, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on souhaite. Ouais, mais le problème, quand c'est envenimé par des personnes, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et on ne veut pas faire n'importe quoi. Monsieur le maire, vous avez de toute façon dans votre majorité des parents qui ont des enfants à la restauration scolaire. Oui. Donc vous avez un retour. Oui. Mais on n'a que des retours positifs. Et il y a d'autres parents qui sont dans cet état et disent les repas sont très bons, les enfants mangent bien, ils sont contents de manger à la cantine. D'accord? Et il n'y a pas que des parents des élus. Il y a des parents comme les autres qui sont très contents et qui nous le disent. Ils sont satisfaits de cette école, satisfaits de la cantine, satisfaits des menus, comment ils sont composés. Mais il y a une, deux personnes avec des enfants un petit peu, voilà, je ne veux pas faire de polémique, mais voilà ce qui peut se passer, c'est des accusations, donc on essaie de voir pour essayer d'arrêter cette chose-là, que ça ne monte pas dans les tours. En puissance. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et le conseil est levé. Merci.